tous. Nos invités d'aujourd'hui sont tous des célébrités qui ont fait le choix de dévoiler dans un livre l'intimité de leur vie privée. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Voici Sarah Marshall, Alexandre Anconi, Henri Lecomte, la critique de cinéma Elisabeth Quint et Steven, l'ancien chanteur du boys band Alliage. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, confronter vos expériences, les expériences que vous racontez dans votre livre, votre vie privée, votre vie intime, aux choix et peut-être aux questions des téléspectateurs dans quelques instants. Non. Inquiet, Henri ? Pas du tout. Parce que dans votre livre, vous révélez pas mal de choses et c'est vrai que c'est assez incroyable pour une star du tennis comme vous, un athlète performant, un combattant, de révéler non seulement ses complexes d'infériorité, mais aussi sa tentative de suicide. On va en reparler dans quelques instants, mais je voulais commencer avec vous, Sarah et Alexandre. Vous êtes mariés, vous avez un fils qui s'appelle Zoltan, dont on a beaucoup parlé. Vous avez fait la une de l'actualité lorsqu'il a été placé à la DAS. Vous venez de publier un livre qui est une autobiographie à deux, si je puis dire. Ça s'appelle Les Amants du destin aux éditions Jacques-Marie Lafon. Dans ce livre, vous dévoilez vraiment toute votre intimité, votre parcours, votre fils, bien sûr, le placement à la DAS, vos liens avec vos parents, votre grand-mère Michèle Morgan, Sarah. Vous dévoilez aussi la drogue, le viol que vous avez subi à 7 ans. Ça fait beaucoup pour deux jeunes gens. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à vous dévoiler encore un peu plus dans un livre ? Pour s'alléger un peu, je pense. D'une part, il y a ça, puis il y a aussi surtout le fait que, étant donné qu'on a été quand même au centre d'un énorme scandale médiatique, on voulait éviter d'en avoir un suivant, que celui-ci se termine et qu'on en sorte un autre. Donc on a préféré se confesser directement et mettre directement les points sur les i, les barres sur les t, expliquer clairement quel est notre métier, ce qu'on fait au quotidien et comment est-ce qu'on en est arrivé là, quoi. Pour éviter que justement ça nous tombe dessus sans qu'on le choisisse. Donc cette fois, c'est vous qui vous expliquez. Oui. Revenons donc tout de suite sur ce qui a fait scandale, c'est le placement de votre enfant Zoltan. Alors je vais simplement revenir là-dessus DAS. parce que mon fils n'a pas été placé à la DAS d'aucune manière. Nous avons simplement pris la décision, ma femme et moi. En fait, il y a eu une plainte de déposé qui disait qu'on maltraitait notre enfant. Voilà. Peu importe qui a déposé la plainte, on n'est pas là pour parler de ça. Le juge devait protéger l'enfant absolument, avant toute chose, le temps de faire son enquête. Durant l'enquête, étant donné que nous nous entendions à l'époque très très mal avec nos deux familles, nous avons préféré mettre notre enfant dans un endroit neutre, qui est donc l'AEMO, qui est une mesure d'assistance éducative pour les enfants en milieu ouvert. Et donc, en aucun cas, mon fils n'a été placé à la DAS. Nous avons simplement pris la décision pendant le temps de l'enquête, où l'enfant devait être protégé, de le mettre dans un milieu neutre, puisque ma mère et moi, on s'insultait. Je m'insultais avec la mère de ma femme et vice-versa, et que c'était pas du tout pratique de le faire comme ça. Un milieu neutre, mais qui n'est pas l'environnement familial. Qu'est-ce qu'elle ressent, la maman Sarah Marshall, quand elle voit son petit garçon partir comme ça ? J'espère qu'il a été soigné le mieux du monde pendant le peu de temps où il est resté, mais pour lui, ça a dû honnêtement, être ça devait être un longtemps. crève-cœur pour vous, non ? On pleurait à chaque fois qu'on y allait et qu'on le redéposait là-bas, hein, c'est sûr. Il n'y a rien de pire, hein. On ne peut rien faire de pire à qui que ce soit. C'était mieux que la famille ? C'est pas que c'était mieux, c'est que quand les problèmes sont arrivés, on n'a pas spécialement eu le choix, puisque de toute façon, il n'y avait aucun dialogue avec la famille. Donc, à choisir entre le mettre chez ma maman, entre mettre mon fils chez ma maman, avec qui je n'avais aucun rapport, avec qui je ne parlais pas, et quand on se parlait, c'était pour s'insulter, ou là, c'était la même chose du côté de ma femme, on ne pouvait pas. Qui, aujourd'hui, en France, mettrait son fils chez sa belle-mère à partir du moment où il ne s'entend pas avec elle ? Je veux dire, c'est simplement une question, c'est simplement le problème qui est arrivé. On n'a pas eu spécialement le choix. Il fallait, de toute façon, le juge devait protéger l'enfant. On a pris cette décision, évidemment, à contre-cœur, et pour nous, c'était un véritable déchirement quotidien, quoi. Elisabeth Quint, vous êtes une toute jeune maman, si je puis dire, et on va revenir sur le fait que porter un enfant, ça n'était vraiment pas votre choix, ce qui est très politiquement incorrect de le dire. Vous, pourtant, aujourd'hui, vous êtes maman parce que vous avez adopté une petite Cambodgienne. Quand vous entendez Sarah et Alexandre dire il n'y avait pas d'autre choix que de placer cet enfant, vous les comprenez ? Et la question n'est pas de les comprendre ou pas, puisque c'est effectivement, comme le dit très bien le papa, moi, je ne veux pas me mêler de quelque chose qui est leur vie privée, dans l'intérêt de l'enfant. Alors, est-ce que c'était l'intérêt de l'enfant ? Est-ce que l'intérêt de l'enfant n'aurait pas été d'être éventuellement avec une belle-mère, même si le dialogue n'était pas renoué ? Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup trop complexe, délicat, et surtout, ça n'est pas mes oignons pour exprimer ça. C'est clair, mais quand on est maman, on ressent des choses, on se met toujours un peu mais à la place des autres. Je plains Sarah Marshall, qui évidemment, comme toutes les mères, a un sentiment de fusion organique avec son enfant, quelles qu'aient été ses difficultés. Bien sûr, je la plains. Le plus dur, c'est la séparation. Hein. Quand on le dépose, qu'on le laisse, c'est un vrai déchirement. En l'occurrence, il faut quand même rappeler que ça y est, c'est terminé depuis longtemps. Voilà. Quand même. Alors justement, revenons. Il est où Zoltan maintenant ? Il est avec ma maman, il est en vacances. Voilà, donc c'est un peu chez contradictoire. sa marraine.
Parce que vous vous êtes rabiboché, si je peux dire. En fait, avec la pression médiatique qui a quand même été énorme, on a quand même réussi à discuter parce qu'il y a eu un moment où, effectivement, entre les paparazzis, les émissions de télé, les trucs et les machins, c'était vraiment un pugilat familial énorme, quoi. Donc, il y a un moment, quand même, on a mis les cartes sur la table, on a réussi à se parler. Et dans l'intérêt de l'enfant, de toute façon, moi, il était hors de question de priver Zoltan de sa grand-mère. De ses grands-mères. De ses grands-mères, de ses deux grands-mères, d'ailleurs. Simplement, dans le moment où on ne s'entendait pas, où c'était vraiment... Je voulais pas que l'enfant soit au centre des cris. Il est chez sa grand-mère en vacances. Il ne vit pas chez sa grand-mère, il y est là. Il est en vacances. Et après, il va aller où, ce petit bout? Après, il revient chez ses parents. Chez vous? Bah oui, chez nous. C'est où chez vous maintenant? Vous là, avez beaucoup dit que vous étiez en situation précaire. En fait, là, actuellement, on n'a pas d'appartement parce qu'on s'est heurté à un énorme problème. C'est que là, depuis 2 mois et demi, on est à la recherche active d'un appartement. On en visite plusieurs par jour. Et il est vrai que qui a envie de louer un appartement à un jeune homme qui, soi-disant, travaille pour le cartel de Cali, prend de la cocaïne, tape sur sa femme? Enfin, j'en ai lu dans la presse des scandales, des trucs qui n'ont même pas lieu d'être, quoi. Donc effectivement, les propriétaires sont légèrement refroidis. En plus, on est intermittent du spectacle. Avec toute la mauvaise presse qu'on vient d'avoir, le tout cumulé fait que effectivement, les propriétaires sont réticents à nous louer un appartement actuellement. Donc il faudrait quand même recaler les choses, quoi. Alors revenons justement à ce livre où vous livrez pas mal de votre intimité. Je le disais, votre viol à 7 ans, votre bisexualité aussi, Sarah, votre sexualité à vous plus que légèrement débridée, la drogue, les tentatives de suicide. Quand vous dites qu'on veut rectifier... Qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth? Pourquoi vous faites ça? Comme ça. Quand vous dites que vous voulez rectifier le tir et cette mauvaise image qui vous empêche notamment très concrètement d'avoir un appartement comme tout le monde, est-ce que c'est la meilleure méthode de faire? Que ça le soit ou pas, on a fait le livre comme ça. Non mais attendez. C'est quand même pas facile quand on est un couple connu, je suppose, d'aller dire moi je pratique une sexualité à plusieurs. C'est plus facile de le dire comme ça plutôt que de le retrouver dans le journal sans qu'on l'ait dit. Mais vous avez besoin d'argent pour vivre. Le fond du truc, c'est que vous avez publié un bouquin, vous avez besoin d'argent, vous êtes dans un engrenage. Oui, bien sûr. Non mais ça c'est vrai aussi. On va pas se mentir. Je veux dire, ce serait mentir que de dire qu'on n'a pas besoin d'argent et qu'on l'a pas fait pour l'argent. Évidemment qu'on l'a aussi fait pour l'argent. Et sans être. Non, justement, on a été vachement bridés dans le livre. Ah bon? Oui, on a été très bridés. Ils nous ont beaucoup bridés parce que c'est le prochain bouquin, alors c'est ça? Mais c'est des bacchanales délirantes. Non, mais je sais pas ce que vous appelez une sexualité débridée. On est mannequins depuis très longtemps, ma femme et moi. On travaille. Pourquoi les mannequins ont tous une sexualité? Les mannequins, ils sont plus débridés que les autres? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a une vie qui est effectivement plus dissolue que la plupart des gens. Non, mais parlons clairement. On est beaucoup plus sollicité. Excusez-moi, mais c'est la vérité. On est beaucoup plus sollicité. Qu'est-ce qui vous pousse à livrer de l'intime comme ça? Par exemple, Elisabeth, vous aussi, vous y allez un petit peu sur la sexualité dans votre livre. Alors, moi, c'est un récit. Le récit d'une adoption, c'est quelque chose comme un tiroir à double fond, puisque j'ai adopté un enfant. Et puis, c'est vrai que je ne voulais pas faire d'enfant, je préférais adopter. Et ce livre, d'abord, c'est un travail un tout petit peu modestement littéraire, romanesque en tout cas, qui mélange évidemment le témoignage, le récit de l'adoption au Cambodge. Ça a été vécu là-bas, je l'ai vécu il y a 1 an. Et je me suis évidemment, il y a un retour sur soi pour essayer de comprendre pourquoi on a voulu adopter et pas faire d'enfant. Mais je ne suis pas dans une démarche spectaculaire qui consiste à déballer et à racler jusqu'au fond, le fond de mon, vous voyez ce que je veux dire, de mon intimité et de la proposer comme ça pour gagner de l'argent ou pour opérer une catharsis. Non, j'en suis pas du tout là. C'est pas du tout mon propos. Et c'est pas du tout mon livre. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, et la question se pose aussi pour Henri, on va en reparler, est-ce que vous vous êtes dit, là, je livre trop de moi? C'est quand même pas évident. Mais non, attendez, moi j'ai publié un roman il y a 2 ans, un premier roman qui était un roman, une autofiction, ce qu'on appelle un peu une autofiction. C'est un 2e livre. Ça n'est ni la suite, ni une démarche complètement différente, mais moi je me sens plus proche d'un travail... c'est une continuité, je me sens plus proche d'un travail d'écrivain. Je ne dis pas de romancier ou un travail littéraire, je n'oserais pas. Mais des gens comme Christine Angot, Dubrovski avant elle, ont travaillé dans l'autofiction, ça n'a rien à voir. Il se trouve que l'adoption est un matériau extraordinaire pour parler du monde qui nous entoure et pour parler des raisons qui, moi, m'ont poussée à choisir un enfant que je n'avais pas fait moi-même, des raisons politiques, écologiques, morales, philosophiques, tout ce que vous voulez, et puis personnelles, bien sûr. Bonjour. Bonjour, Anne-Sophie, 26 ans. Je voudrais vous poser une petite question. Où en sont vos relations avec vos familles respectives d'après l'épisode avec votre fils? Est-ce qu'elles ont empiré ou bien est-ce que ça vous a, entre guillemets, réconcilié? On s'est réconciliés. On s'est tous réconciliés parce qu'en fait, on a fait bloc devant les médias. Ouais. C'est vrai que, un peu grâce à eux d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'à force de s'acharner sur nous, ça fait qu'on s'est tous remis ensemble, quoi. Moi, mon seul problème, c'est mon papa, avec qui effectivement je ne m'entends toujours pas et que je n'ai aucune relation
D'ailleurs, il m'a appelé il n'y a pas longtemps au téléphone. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, il m'a téléphoné. Ça faisait des années que je n'avais pas eu au téléphone. Ça m'a fait tout bizarre. Je ne reprendrai pas, je ne reprendrai pas de relation avec mon père parce que les choses que je lui reproche et les griefs que j'ai contre lui sont bien trop importants pour se régler comme ça à la va-vite en 5 minutes. Par contre, Sarah s'est rétablie parfaitement avec sa famille et moi avec la mienne. Et notamment avec Michel Morgan, dont vous parlez également dans votre Non, livre. Michel, je lui parle toujours pas. En fait, voilà, Richard et Michel sont les deux. Enfin, c'est pas moi qui lui parle pas, c'est elle qui me prend pas au téléphone. Voilà. Henri Lecomte, vous aussi, dans votre livre, vous parlez de vos faiblesses et notamment de cette tentative de suicide que vous avez faite. C'est assez surprenant. Pas tentative. J'ai imaginé. Imaginez. Oui, parce que c'est un moment de ta vie où tu as l'impression que tout le monde est contre toi. J'étais jamais en guerre vraiment avec mes parents, mais disons qu'on ne parlait pas beaucoup. La famille Lecomte ne parle pas énormément. Et je me suis retrouvé dans une situation où j'étais seul. J'avais 2 divorces. J'ai eu cette chance d'avoir 2 enfants merveilleux. C'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'à un certain moment, quand on est sur le feu de la rampe, quand tout va bien et qu'on a un passage où on se dit, écoute, à chaque fois je fais quelque chose, ça ne marche pas, puis ça ne marche pas, après je réessaye, et puis il y a les médias, et puis à un moment, tout ce qu'on a eu sur Terre se retourne contre toi. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su l'utiliser. Deuxièmement, pas l'utiliser. Tu n'as pas été sincère à un certain moment, et tu n'as pas utilisé... Pas sincère à un certain moment, dans le sens où tu n'as pas utilisé les mots qu'il fallait. Tu étais sincère au fond Vous de dites toi. que la culture m'a manqué. Bien sûr, la culture m'a manqué. Moi, j'ai arrêté mes études à 15 ans. Je me suis retrouvé comme ça, jeté dans le grand bain. Je ne savais pas nager. Donc, heureusement, j'ai eu beaucoup de force. J'ai réussi à en sortir. Et surtout, j'étais passionné. J'ai eu l'amour de ma famille, de mes frères et sœurs. Mais en fin de compte, on ne communiquait pas énormément. Donc, c'est ça qui me manquait le plus au monde. Comment est-ce que vous avez, vous, le grand tennisman, je le disais, le guerrier sur le court et tout, ce type fantastique, le tennis, ça a une aura très, très populaire, décidé de vous jeter à l'eau en avant vos faiblesses, finalement? Et est-ce que c'est une faiblesse, d'ailleurs, de dire j'ai pensé un moment dans ma vie à la mort? Non, je ne pense pas que ce soit une faiblesse. Je pense au contraire. Vous vous êtes posé la question, quand même, de savoir s'il fallait dire ça, révéler? Oui, sincèrement. Bien sûr, on se pose la question. On ne fait pas un livre. On ne dit pas des choses sans se poser une question. Ou alors, en ce moment-là, on est complètement stupide. Et on ne fait pas ce livre. Je pense qu'à un certain moment, je me mets à nu parce que j'en avais le besoin. Premièrement, ça m'a aidé énormément de faire ce livre parce que ça m'a fait une sorte de psychothérapie, bien sûr. Et la communication que je n'avais pas avec le public et avec les gens que j'avais autour de moi, j'avais envie de le dire. Parce que ces moments-là, ils ont été tellement forts dans le côté positif et le côté négatif, parce que c'est ça qui te fait avancer. Mais j'ai gardé une certaine pudeur, ce qui est normal vis-à-vis des mamans de mes enfants. Il y a un moment, on peut aller bien sûr plus loin que ça. Mais je crois qu'avant tout, avoir 2 enfants merveilleux comme Maxime et Luna, où on a quand même la chance de les avoir et de leur donner la meilleure éducation possible, c'est au contraire de leur dire, voilà, moi, c'est ça ce qui s'est passé. Vous avez aussi parlé de vos tentatives de suicide respectives, Sarah et Alexandre. Pour vous, ce livre, c'est une thérapie contre tout cela, la tentation Moi, je n'ai jamais de tenté la de me mort? suicider. Je reviens là-dessus encore une fois. Je n'ai pas tenté de me suicider. J'ai croqué des raconté une médicaments, histoire non, comme non quoi j'ai monté un plan à ma mère pour qu'elle me ramène de pension quand j'avais 11 ans. En fait, Mais c'est des aucun appels cas, au j'ai voulu secours me à tuer. chaque fois, vous, Ouais, hein. complètement. C'est exactement ça. J'étais hyper mal dans ma peau, j'étais super complexé, j'étais petit, j'étais gros, j'avais rien. J'avais l'impression d'être seul au monde et ma mère m'avait mis en pension avec mon petit frère en Savoie parce qu'elle n'avait pas le choix. Et non, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas le choix. Et du coup, moi, comme je ne savais plus quoi faire pour revenir dans mon cercle familial et que j'étais jeune, parce qu'à 11 ans, on est jeune, j'ai fait la bêtise d'avaler une boîte de mais j'avais pas du tout l'intention de mettre fin à mes jours. Je voulais simplement que mes parents se rendent compte que j'existais et que je voulais qu'on me ramène dans le cercle familial, quoi. Ça a marché, mais effectivement, c'est une connerie énorme, quoi, On d'avoir fait n'arrive un pas à truc pareil. comprendre comment des enfants de gens aussi célèbres dont on parle dans les journaux, on se met à la place du public, puissent être aussi malheureux et lancer des Mais SOS comme en ça à fait, ses les parents. gens, le public Henri, ça vous français- inquiète, ça? Je sais que c'est très difficile être fils de. Le pas fils d'Henri ou Lecomte, c'est fille dur? de. Je pense que Maxime, j'ai énormément de chance. C'est quelqu'un qui a des bases importantes, mais c'est très difficile à Est-ce qu'il vivre. fait du tennis? Bien sûr, il joue au Est-ce tennis. qu'il veut en faire son métier? Non, il ne pourra pas. Il a 18 ans, il a un certain niveau, il joue très bien, il s'amuse. Je m'entraîne avec lui, j'ai pas de problème. Il est passionné de tennis, il travaille il a bien à jamais eu l'école. Mais non, l'envie il n'a de- pas eu le potentiel pour. D'accord. Mais je pense même, c'est très difficile. Parce que
de vivre avec Il n'a cela. pas spécialement envie de suivre les traces de son Non, père. il veut pas en plus. plus, il a pas Voilà, envie, tu vois. Il veut faire Il est l'école certainement bien, doué, ouais. mais il il a veut faire peut-être l'école pas- hôtelière, il veut faire un truc, il travaille assez Moi, bien. je trouve très beau ce que vous dites, et à la fois, j'ai une question que je me pose pour vous, enfin, je vous la pose d'ailleurs, c'est est-ce que vous pensez que vous avez trouvé votre place aujourd'hui? Cette place qui rend libre. Oui, cette place qui rend libre Ouais. au point de trouver la quiétude, la Justement, paix. parce qu'on est passé par toutes ces épreuves, maintenant on l'a notre place, quoi. On l'a vraiment trouvé grâce à ça, justement en passant par ces épreuves-là. Et peut-être que si on n'avait pas justement subi tout ça, on n'aurait pas cette place dont tu parles, Steven, Et effectivement. surtout, s'il n'y avait pas Zoltan, ça serait pas Je veux dire, le passé seul comme truc ça. qui nous tient debout, Mais nous, il tous est les là. jours, c'est lui. Hein, je veux dire, et de toute façon, les gens, le public français a une idée très erronée de ce que c'est que le star system, réellement parlant dans l'intimité. Je veux dire, moi, j'ai pas eu l'impression que mon père était une star quand j'étais petit. C'était mon père. C'était C'était quand même Richard Anthony. Hein. C'était quand même Richard Anthony, mais or, si vous n'allez pas le 15 août à Saint-Tropez, sur le port de Saint-Tropez avec votre père, et qu'effectivement là, il y a une concentration de gens qui vous sautent dessus, etc., moi, mon papa, je l'ai vu aller aux toilettes, j'ai vu se lever le matin, j'ai vu se coucher le soir, comme tout le monde. Puis à la maison, c'est pas Et Richard puis, Anthony, c'est à papa. la maison, c'est pas Richard Anthony, c'est vrai. papa. Et on est malheureux comme peuvent l'être tous les enfants quand ils ont des problèmes affectifs, etc. Et même plus encore, parce que quand ton père est connu et qu'il est tout le temps en gala, etc., machin, et que déjà tu as un certain manque affectif, c'est vrai que tu le vois en plus beaucoup moins que les autres, quoi. Je veux dire, un père, un fonctionnaire ou un... Moi, j'aurais préféré, franchement, honnêtement, avoir un père smicard qui rentre tous les soirs chez lui, qui dîne avec ses enfants, qui part le matin au boulot, mais qui revient tous les soirs, avec qui on peut passer des week-ends. Je vous assure que c'est Je vrai. sais que c'est incroyable pour la plupart des gens, ce que vous dites là. C'est peut-être incroyable, mais pourtant, je vous assure que c'est la stricte vérité. J'aurais préféré voir mon père. Moi, je l'ai pas vu, mon père, je le connais pas. Donc, les gens, effectivement, ont l'image du papier glacé. Ils voient les images des dîners, des trucs comme ça, machin, blablabla, en se disant qu'effectivement, on a une super vie de famille et tout. Non, moi, ma mère, du divorce de mes parents, s'est battue pour élever ses enfants comme elle a pu. Mon père était absent tout le temps. On a eu une vie qui n'a rien à voir avec le star system. Hein. Rien du tout, quoi. Pour Je moi, veux dire, c'était pareil. en fait. Rien du tout, quoi. Mon C'est- père était déjà divorcé de ma mère et donc j'ai grandi avec mon arrière-grand-mère et j'ai rien eu de showbiz à la maison. Il n'y avait pas de showbiz, quoi. Je veux dire, le showbiz, on se l'est fait nous-mêmes quand on a eu l'âge de commencer à travailler comme mannequin ou dans la musique pour moi. Ouais, Et- il y avait juste l'absence en fait, hein, c'est ça. C'est l'absence. Ouais. Bonjour. Bonjour Evelyne, je voulais m'adresser à Henri. J'ai toujours été une grande admiratrice lorsqu'il était en compétition. Je sais sa sensibilité, je connais sa réserve. Est-ce que ça a été un handicap pour vous dans le sport que vous pratiquiez? Parce que vous avez été quand même le mal-aimé du tennis français. Il y a eu des vilains articles écrits sur vous, alors que ce n'est pas du tout votre personnalité. Ben, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est pour ça qu'aussi j'ai voulu m'exprimer par rapport à ces facéties qui s'est passé dans les journaux, qui s'est passé à la télévision, parce que j'avais du mal à m'exprimer. Et je crois qu'à un certain moment, il faut le dire. Et je l'ai très mal vécu, hein. Très Oui, mal. Et je pense que ça vous a beaucoup gêné pour l'ascension de votre carrière. Oui, Yannick d'ailleurs l'exprime très bien dans la préface. Il dit Noah. à un moment, Yannick Noah, où il dit quand Henri se sent aimé, il donne tout. C'est vrai. Même dans la vie de tous les jours, à l'heure actuelle, je me sens aimé. Et au contraire, c'est quelque chose de positif. Moi, Alors, votre je livre, je suis très fleur bleue, moi. Oui. On a peine. C'est quand même là aussi, ça casse l'image un peu que nous avons de vous, star. Votre livre, c'est Je voulais vous dire aux éditions Plomb. Comment est-ce qu'une star du tennis, là encore, qui doit batailler, c'est une abnégation le tennis, hein. Ouais, On bien commence sûr. petit, c'est presque un ascétisme. Comment est-ce que tout d'un coup, comme le disait cette dame, vous avez transcendé cette espèce de complexe de petit garçon étouffé par sa maman pour devenir un grand champion? Mais parce que je suis passionné. Parce que la passion, je l'avais depuis tout petit. J'avais 6 ans, 7 ans. Ma maman a été prof de tennis et j'étais avec elle tout le temps. Puis j'avais cette passion. Et en fin de compte, ce que j'arrivais à m'exprimer, c'est de faire, entre guillemets, un métier. Ce n'était pas un métier, c'était une passion. C'est pour ça que C'était votre passion ou C'était c'était la passion de votre maman? ma passion. Moi, j'allais à l'école avec ma raquette, je jouais au mur. Je mettais un bordel à l'école. C'était hallucinant. Je ne travaillais même plus. C'est rigolo parce que moi j'ai l'image de vous, d'un bon camarade, joyeux, jovial, bout en train, et pas du tout d'un petit garçon complexé, étouffé par sa maman. Mais je suis bout en train. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde alors? Oui, absolument, absolument. Mais c'est vrai que j'avais ce complexe-là et j'avais du mal à communiquer. Et je crois qu'en fin de compte, j'ai complètement transvasé sur le tennis. Et c'est pour ça que j'avais besoin de communiquer. C'est pour ça que j'avais ce caractère sur le terrain où j'étais pas content, où je communiquais encore le mieux possible, parce que j'étais dans mon jardin. Et encore maintenant, je vous assure que
À l'heure actuelle, lorsque je suis un peu stressé, que j'ai quelques problèmes, comme tout le monde, comme le commun des mortels, lorsque je suis sur un cours, c'est un bonheur. Je pense à rien. Quand tu as des problèmes, tu vas jouer du coup maintenant. Le sport, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut faire toujours du sport de haut niveau parce Bien que sûr. ça te permet de te libérer et d'avoir cette chance-là. Alors juste une anecdote de tennis au passage, puisque vous dites que de temps en temps vous communiquez à votre façon. Vous n'avez pas été tendre avec McEnroe, je crois. Hein. Non, je ne suis pas tendre avec lui parce qu'à un certain moment, il est allé au-delà. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Racontez-nous ça. Je lui ai dit, à un moment, on s'est retrouvés sur un cours à Hong Kong et il y a eu une décision d'arbitre comme d'habitude. Il se met en rogne, commence à gueuler de partout et puis il Jette commence sa raquette, comme d'habitude. Oui, jette sa raquette. Puis il me dit, de toute façon, si tu es sur le Senior Tour, c'est grâce à moi. Et puis tu commences tout. Puis il a commencé à insulter ma maman, à dire des mots sales. Je ne peux pas le dire à l'antenne parce que c'est pas bien. Et là, heureusement, c'était une exhibition. Donc je passe le filet, je vais face à face, je mets le nez contre le nez. Je lui dis maintenant, écoute, je te respecte en tant que joueur, mais en tant qu'homme, je te respecte pas du tout parce que ce que tu viens d'insulter ma mère. Donc je laisse la raquette et je dis maintenant, je t'en mets une. Derrière, donc je suis comme ça, je vois McEnroe qui fait ça. Mais il est fou. Et derrière, je vois Yannick Noah, Johan Kriek, tous les autres joueurs qui font allez, vas-y, mets-lui dans une et tout. Ah ouais. Parce que ils n'avaient Un pas. sport viril, le tennis. Mais non, mais le problème, c'est vrai que c'est John McEnroe, quand même, Monsieur McEnroe. Il n'y avait pas une seule personne qui était capable de lui dire maintenant, tu nous emmerdes, arrête un peu tes bêtises, tes conneries. Maintenant aussi, on est là. Et alors, Et il a eu j'étais sa le seul à raclée le faire. Alors, pendant 7 mois, on ne s'est pas parlé. Uh-huh. Il ne voulait plus me parler. Donc, on changeait d'ascenseur, il ne prenait pas la même voiture. Attends, il ne voulait plus me voir. Comme un gamin. Et 7 mois après, c'est son anniversaire à Dublin, en Irlande. Je vais le voir, je lui dis, écoute, John, quand même. Et puis, il me prend dans ses bras et puis il me dit, maintenant, je te respecte. Voilà, c'est quelqu'un qui est, au fond de lui, très timide, mais il provoque, c'est un provocateur. Alors, vous parlez aussi dans ce livre, puisqu'on évoquait la célébrité tout à l'heure, les années Bien fric, sûr. frime des années 80. Vous évoquez aussi ce qui va quelquefois de pair avec ça, la trahison. Vous avez été trahi aussi par Bien sûr. un de vos amis. Là aussi, est-ce que c'est une faiblesse d'avouer au grand public que l'homme fort, qui est censé être un super joueur de tennis, un homme d'affaires hors pair, s'est fait finalement bananer, entre guillemets, si vous me le permettez, par son meilleur ami? Non, mais je le permets tout à fait. Mais non, c'est qu'on est un homme comme tout le monde. Moi, je crois que c'est même plus dur pour lui. C'est fantastique d'écrire un bouquin et d'avoir cette humilité de pouvoir dire justement, je me suis fait trahir, je suis tombé bas, etc. J'ai pensé à me suicider. Moi, je trouve ça, quand on a été un tel champion, je trouve ça énorme d'avoir l'humilité non, mais si vraiment, et d'écrire un bouquin comme ça, je trouve ça génial, quoi, d'avoir cette force-là, quoi. Je trouve ça justement une énorme force de caractère, quoi. Et alors, cette trahison, Henri? Cette trahison, on la vit d'une façon terrible parce que, premièrement, ça devait être le parrain de ma fille. Donc on peut imaginer un petit peu la situation. Ça fait quand même, ça faisait 16 ans on était ensemble. Bon, voilà. Mais je crois que j'ai eu cette chance d'avoir une éducation grâce à maman et à mon père qui m'ont dit, écoute, tu as une chance inouïe. C'est vrai, à chaque fois, on se fout de moi parce que je dis ça, mais j'ai la santé. La santé, même malgré tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie, que ce soit les opérations du dos, toutes les souffrances, on a ça. Donc on se dit, écoute, on a quand même une base, c'est quand même essentiel. On a la notoriété, on a quand même réussi dans son métier. On n'est pas trop con, parce que quand même, bon, il faut quand même essayer de se mettre tout en avant et puis de se battre. Bon, à ce moment-là, ou alors on n'assume pas du tout et on se laisse aller, ou alors on dit, je prends... Enfin, ça a eu des conséquences, cette trahison, hein, Bien sûr, ça a des sur vos conséquences finances. Le train de énormes. vie a diminué. Oui, mais le train de vie a diminué, mais bon, on se bat et puis on essaie de pas avoir le même train de vie parce qu'on évolue, parce qu'on grandit, parce qu'on a 40 ans et qu'on n'a plus envie des mêmes choses, qu'on a envie des valeurs beaucoup plus saines et qu'on est quelqu'un comme tout le monde. On se lève le matin, on est quelqu'un comme tout le monde. Mais pourquoi ça change? C'est parce qu'on a marqué une certaine époque, qu'on est quelqu'un, qu'on a fait rêver des gens, il ne faut pas l'oublier ça, et qu'on est aussi quelqu'un de normal. Ça veut dire que aujourd'hui, moi, quand je rencontre les gens et que j'ai des jeunes passionnés, je dis écoutez, avant tout, faites votre passion, essayez, battez-vous et allez-y. Steven, vous qui avez été adulé par les filles à l'époque des boys bands, vous étiez quelqu'un de normal, comme dit Henri? En tout cas, j'étais près de la réalité. C'est-à-dire, c'était quoi la réalité? La réalité, c'était que je situais ma position, je savais où j'étais, je savais dans quel milieu j'étais tombé, je savais pourquoi... Oui, parce que c'était pas le milieu que j'avais choisi, c'était pas la vocation que j'avais choisie. Comment ça? Vous n'aviez pas choisi? De quoi, faire boys band? Oui. Non. Non, moi je suis monté en 96 pour devenir comédien à la base. Et c'est dans une agence de casting
petite agence qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, qu'on me demande un jour si je sais chanter. Voilà. Alors j'explique que, effectivement, fils de père musicien, j'ai tenu un peu le micro, je suis monté plusieurs fois sur scène, j'ai ce truc. Ouais. Et on me dit d'accord, viens demain, il y a une audition. Et voilà. Et le lendemain, je suis venu, j'ai chanté et le mec me dit ok, t'es pris. Alors j'étais le roi du monde parce que c'était 15 jours que j'étais à Paris. C'était ma première audition, je l'ai réussi. Dans ma tête, c'est toujours, si vous voulez, dans l'univers de la comédie. Donc je ne savais pas si c'était pour une pièce, un film, un court-métrage ou une pub, j'en savais rien. Mais en tout cas, j'étais pris. Et on me dit à la fin de l'audition, ok, super, tu viens demain et puis on t'explique tout. Et le lendemain, on m'expose la situation. On vous a dit quoi? Et là, on me raconte que voilà, c'est pour faire un boys band. Alors là, il y a eu un semblant de vertige. Il y a eu comme un mur qui s'est écroulé. Oui, mais vous avez dit oui. La veille, j'avais prévenu, parce que je venais du sud de la France, donc le petit provincial qui débarque. La veille, je venais d'avoir ma mère, mes amis, en leur disant voilà. Bingo. Et, J'y suis. et il fallait que je leur explique le soir même pourquoi j'étais pris. Donc, j'étais dans une situation, une conjoncture financière et sociale qui ne me permettait effectivement en aucun cas de refuser. Et le single sort et on en vend 500 000 exemplaires. Donc là, tout le monde reste presque consterné face à ce chamboulement parce que même n'était pas prêt à accueillir un tel succès. Donc là, il y a eu sur le chemin, et ça je l'ai vu venir, une espèce de pétage de plomb, mais alors de la part de tout le monde. Vous avez pété les plombs? Alors moi j'ai pété les plombs, oui. J'ai pété les plombs, mais j'ai pas pété les plombs dans le sens, je sortais dans la rue, j'envoyais chier tout le monde, dans les loges de maquillage ou avec les gens. Non, je suis resté le même, mais j'ai pété les plombs sur ce qui me semblait au départ inaccessible, qui est devenu mon métier, la télé, le showbiz, les artistes qu'on croise sur les plateaux. C'est quoi Bah attends, tu te retrouves entre Madonna, Michael Jackson et George Michael. Et là, on se dit, ça y est, je suis une grande star. Tu te dis, excuse-moi, bah voilà, t'es comme eux, quoi. Bah oui, t'as raison. Il y a un moment donné, t'es comme eux, quoi, tu vois. Alors, mais tout en étant conscient, en ayant ce mal-être, parce que je voyais ce que je faisais à la télé, et je suis bien conscient que culturellement, on n'a pas apporté. Qu'est-ce qu'il y a, Henri? Ça vous fait Je rire? trouve ça génial parce qu'il le vit, il l'a vécu et il le revit encore parce que c'est l'honnêteté. On est là pour dire les choses, les choses de la vie. C'est le recul, c'est l'autodérision. Parce que justement, du temps est passé et tu as pu quand même, avec le recul, analyser ta situation vraiment. Quoi. Le vertige de la célébrité, vous l'avez eu aussi à quelques moments, Henri? Mais bien sûr, à un moment Quand comme vous faisiez une bise à Madonna, vous êtes dit non, mais c'est pas le vertige, c'est que tout d'un coup, on se retrouve dans une spirale qu'on ne maîtrise plus. Et on pète les plombs, on a le cigare, on se prend pour la cuisse de Jupiter, comme dirait l'autre. Et puis voilà, et je crois qu'on le vit de toute façon, tout champion à un certain moment, où toute personne a cette période-là. C'est à ce moment-là que vous avez pensé à la mort? Non, pas du tout. Non. Comment c'est arrivé? Penser à la mort, pas la mort. Y penser, c'est une chose, le faire, c'est autre chose. Y penser, c'est vraiment sens d'Henri Lecomte. Hein. Non, mais bien sûr, mais c'est l'honnêteté, je le dis. C'est quand tu es tout seul, tu n'as plus rien, tu n'as plus tes enfants, tu te retrouves seul, tu dis, mais tout le monde est contre toi, tu dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Plus l'image qu'on véhicule. C'est tout cet entourage que tu as autour de toi, tu dis, mais je ne vais pas m'en sortir. Je suis seul, en fin de compte. C'est tout ce qui était autour, ce sont des paillettes. Ce sont des paillettes, et des paillettes, il n'y a rien. Hein. Exactement ce qui vient de nous arriver. Je veux dire, nous, pendant là, 2-3 ans, on a fait des émissions de télé plein. C'était la gloire, les gens nous demandaient des autographes dans la rue. Et puis le jour où on s'est fait arrêter, où d'un seul coup, il y a eu un problème médiatique, où on nous a traités de tout, ce que vous avez pu suivre dans la presse, et là, les gens dans la rue ne te demandent plus d'autographe, ou alors des fois tu te fais insulter, parce que ça est arrivé qu'on se fasse insulter carrément dans la rue par des gens qui nous ont vraiment insultés, mais copieusement, quoi. Et alors j'imagine ce que ça peut faire quand d'un seul coup tu te sens lâché par tes pairs et que tu te sens seul, quoi, alors que tu as été tellement médiatisé, et tellement reconnu et tellement adulé, ça doit être... Steven Beau, oui, mais c'est pas vraiment pour la médiatisation au sens du terme, c'est plus pour ton orgueil à toi. Bien sûr. C'est pas la méditation, c'est entre guillemets, c'est une chose. Nous sommes des personnes connues, je l'explique très bien dans le livre, on peut utiliser, on peut pas utiliser, c'est un jeu. Attention, ça vient, ça part. Ça, c'est pas une chose en moi que je recherche. C'est simplement qu'à un certain moment, quand tout te tombe dessus,
que tu es tout seul, quoi. Tu te dis, mais mince, c'est vraiment... tu sais plus quoi faire. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est dangereux. Cette solitude, vous l'avez ressentie, Steven? Vous écrivez ce livre, c'est Des mirages de la gloire aux merveilles de la foi. Donc, des mirages de la gloire. Le mirage vous rend seul? C'est pas que le mirage, c'est pas que la gloire nous rend seuls. C'est parce que la gloire, au contraire, elle ne nous rend pas seuls. La gloire, on est décuplé de relations. On connaît 300 000 personnes, tout le métier. On fait le tour du monde. Le steward qui vous accueille dans l'avion vous serre la main, alors qu'avant, il ne connaissait pas, il n'en avait rien à foutre. Que ce soit en passant par le mec dans le train, bon, bah, t'as pas ton ticket, bah, t'es connu, donc c'est pas grave, vas-y, rentre. Alors que n'importe quel jeune qui rentre sans son ticket se fait contrôler, se fait arrêter, se fait prendre une amende, etc. Donc, on n'est plus seul. Ah non, au contraire, on a le monde à nos pieds. Alors, il y a eu une descente, une grosse montée, puis une descente aussi pour vous. Forcément. Les excès, pas des rockstars, mais en tout cas des boys band stars, je ne sais pas si ça se dit. Vous les avez connus. Oui. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Bah, du jour au lendemain, j'ai senti, bien évidemment, bien avant la fin du groupe, le vent tourner. Parce que je savais que c'était quelque chose de très éphémère. Je savais qu'aujourd'hui, on faisait les gros concerts, les plateaux télé, etc. Et que je savais très bien que du jour au lendemain, ça allait s'arrêter. Mais j'ai senti le vent tourner. Je ne sais pas pourquoi et quand, je l'ai senti, je l'ai perçu. Ça a été difficile à accepter? Et non, je l'ai accepté, mais je savais que le plus dur arrivait. Et que ça allait être pour moi, les complications allaient arriver. Parce que je savais que je drainais une mauvaise image et que peut-être que les gens avec qui je travaillais actuellement, à ce moment-là, n'allaient pas tenir leurs promesses. Parce qu'il paraît qu'à un moment donné, on m'aurait révélé d'un point de vue vocal lors d'un grand concert au Casino de Paris et que les gens du métier sont arrivés et m'ont dit « Putain, t'as une voix, t'as du talent, on va s'occuper de toi après Alliage, je vais te faire un album, t'as plus de soucis à te faire. » Alors, Quand t'as 24 ans, tu le crois, bien évidemment. Et là, je me vois encore appeler ma mère à 24 ans en disant « Maman, on n'a plus de soucis à se faire. » Et bien évidemment, là, t'as le vent qui tourne à ce moment-là. La descente arrive, les ventes de disques ne sont plus... ne sont plus si fortes qu'autrefois, et ça s'arrête du jour au lendemain. Et bien évidemment, les gens qui m'ont tenu ces promesses se sont détournés. Et là, c'est plus que tu te sens seul, c'est que t'es une merde. Grosso modo, c'est ça, quoi. Henri. Et à ce moment-là, tu te retrouves tout seul du jour au lendemain. Et là, tu es à Paris et tu t'accroches à un éventuel retour ou début de carrière solo. Et là, tu as les gens qui... Ah non, mais tu étais en boys band, toi. Mais c'est pas possible. Non, tu sais pas chanter, tu es naze, tu es rigolo, tu vas mettre ta chemise, continue à te raser et va faire le guignol. C'était ça, grosso modo. Moi, comme vous, j'ai perçu les pires injures, on m'a montré du doigt, on m'a sifflé. Donc, il y a un moment donné où il a fallu que je trouve une compagnie. Et cette compagnie, je l'ai trouvée dans l'alcool, effectivement. Vous êtes allé loin dans l'alcool? Pas mal, ouais. Et en plus d'origine anglaise, il fallait une certaine dose pour commencer à... Tu étais solide. Voilà. Solide. Étant d'origine anglaise, il fallait une certaine dose, un certain degré pour commencer à avoir la tête qui tourne. Donc, si tu veux, il y a un moment donné, j'étais descendu. Quels autres excès vous avez connus? Je n'ai pas connu la drogue. Et très honnêtement, je pense que si j'en avais pris, je l'aurais dit, je l'aurais parlé librement, comme je parle librement de mes excès. Alors, il y a quelque chose aussi qui est surprenant, vous aussi, qui vous dévoilez dans ce livre. Non seulement vous parlez du mirage de la célébrité, de la descente aux enfers, l'alcool, etc. Vous le dites, avec des mots. Et puis, vous dites aussi quelque chose qui n'est peut-être pas toujours bien compris, bien perçu. Vous dites que vous avez rencontré Dieu. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Cette fois retrouvée, oui. La paix. Le pardon aussi, je me suis pardonné. Je me suis pardonné d'avoir été... De quoi? De vos excès? Oui, de mes excès, puis aussi d'avoir été naïf, d'avoir été orgueilleux à un moment donné, d'avoir pété les plombs, de ne pas avoir eu le respect de certaines choses qui m'ont été données dans la vie, d'avoir un peu, quelque part, lésiné mes proches, et ça m'a donné la force de retourner vers eux, un peu la tête baissée, en demandant pardon. Ça m'a rapproché, bien évidemment... Ça a renouvelé, cette fois, a renouvelé ce lien fort, intime avec ma mère, avec mon père, avec mes amis d'enfance. Et ça m'a renouvelé avec moi-même. J'ai appris à comprendre mes limites, à comprendre mes faiblesses, et à comprendre aussi ma force.
et à laisser percevoir. Ça m'a donné aussi cette foi retrouvée, ça m'a donné aussi de regarder non pas le monde, les autres, mes proches, avec mon propre regard, mais peut-être qu'avec le regard de Dieu, ce regard d'amour, ce regard de paix, de tolérance, d'acceptation, de sagesse. Alors ça reste un mystère. Je ne suis pas devenu pour autant prêtre ou prophète ou messie, non. Je suis le même qu'autrefois, sauf qu'aujourd'hui, je vis cette aventure merveilleuse avec beaucoup de relâchement, beaucoup de distance et beaucoup de paix surtout. Voilà. Alors vous, Elisabeth Quint, on ne peut pas dire que vous ayez eu la foi en votre capacité à être mère de famille ou à porter un enfant. Mais si, en tout cas, pas à porter un enfant. Alors, mais ça n'a rien à voir. Non, mais l'adoption, ce livre... Tu n'es pas la fille de ta mère chez Grasset. Qui est entre autres le récit d'une adoption, et n'est pas un livre sur le manque de foi dans ma capacité à être mère. L'adoption n'était pas un but en soi. Le but, c'était d'élever des enfants. Porter un enfant, c'était pas un but en soi. Le but, c'était vraiment de regarder, enfin de se laisser regarder, d'être émerveillé, d'élever, d'aimer des enfants. Alors, l'adoption a été le moyen d'arriver à ça. Vous dites quand même des choses très politiquement incorrectes, je le disais tout à l'heure, puisque vous dites « je suis un monstre, tant ces affaires de grossesse me dégoûtent, j'ai un cœur sec, je n'aurai jamais d'enfant ». C'est pas facile d'avouer ça. C'est sorti d'un contexte et c'est évidemment autant mais pour me provoquer et me challenger moi, puisque le livre est aussi une sorte de macération. Pourquoi est-ce que j'ai voulu adopter? Pourquoi est-ce que j'ai pas voulu faire d'enfant? C'est vrai, c'est toutes ces questions que se pose la narratrice du livre, mais c'est aussi pour me provoquer, puis pour provoquer aussi le lecteur. Évidemment que les femmes qui font des enfants et que je suis le fruit d'une mère biologique, je suis pas un enfant adopté et je rends grâce à ma mère de m'avoir faite, évidemment. C'est une provocation pour un peu stimuler comme ça, soit une réflexion, soit une interrogation chez la lectrice ou le lecteur. Tiens, comment est-ce que moi je me positionne par rapport à ces questions? Mais nullement des accusations. Enfin, l'adoption, c'est pas quelque chose que j'ai. Je vais réadopter un deuxième enfant là dans un an, 6 mois. C'était un choix ni de haine ni d'exclusion par rapport à la filiation biologique. C'était de la foi, l'appel, il n'est pas venu de vous. Totalement. Mais si. Enfin oui, l'appel de la chair, vous voulez dire. Ah bah oui, mon horloge biologique, il m'est resté muette. J'ai lu dans une interview dans un magazine féminin que la pire chose pour vous, à la question, mais vous savez, souvent on tombe enceinte comme ça après avoir adopté un enfant, vous dites la pire chose pour moi, ça serait de tomber enceinte. Oui, c'est vrai. C'est très provoquant. Non, pourquoi? Par rapport aux féministes ou aux politiquement corrects? On s'en fiche un peu. Mais par rapport à mon parcours à moi, par rapport à mon parcours de femme, d'être vivant, de mère, mais de mère adoptive, oui, ce serait un problème. Ce serait quelque chose... Mais pourquoi un problème? Mais j'y tiens pas. J'y tiens pas pour des raisons, encore une fois, personnelles, parce que ça me semble pas être mon histoire, parce que mon histoire est ailleurs, parce que j'avais envie de recommencer là-bas, à zéro, d'une certaine manière, avec un enfant qui ne me ressemble pas, mais qui bien sûr me ressemblera par mimétisme. Pourquoi vous voulez pas que cet enfant vous ressemble? Tout est dans le livre, chère Evelyne Thomas. Ah, mais il faut que vous nous en disiez un petit peu plus quand même. Oh, peut-être parce que je dirais que le point commun que j'ai eu quand j'étais petite par rapport à Henri et les autres invités de ce plateau, c'était peut-être un sentiment de solitude terrible, quoi. Grande solitude, sans raison d'ailleurs. Enfin, moi j'ai été aimée et entourée, et pourtant une espèce de sentiment d'inadéquation, de ne ressembler à personne, d'être une sorte de petite chose comme ça, perdue dans l'univers. Et au fond, j'ai peut-être eu une enfance... tellement solitaire et intériorisée et douloureuse, sans raison objective encore une fois, que je me suis construit comme ça un monde dans lequel il n'était pas possible qu'adulte je fasse des enfants. Voilà. Mais je voulais élever des enfants. Et votre mari ne veut pas... Mon mari m'a sans doute donné la plus belle preuve d'amour que puisse donner un homme à une femme. Mais lui, il ne veut pas une descendance? Mais c'est un une truc qui est très descendance, masculin, vous savez, ça, mais... une descendance, c'est compliqué les affaires de descendance. Au fond, Non, mais enfin, il est le père d'un enfant qui n'est pas le fruit de sa chair et de ses entrailles, comme on dit, c'est vrai, mais il est le père fervent, totalement amoureux de cet enfant. Effectivement, c'est pas le fruit de sa chair, mais c'est quand même sa fille. Oui. Moi, je voudrais que vous reveniez sur une phrase de votre livre, qui est le titre d'ailleurs de votre livre, « Tu n'es pas la fille de ta mère ». Là aussi, vous vous en amusez. Vous dites, en fait, un jour, mon père m'a dit, à propos d'une chose très anodine, une histoire de rangement, que ma mère rangeait tout le temps, il m'a dit, tu n'es pas la fille de ta mère.
Et en gros, vous avez fantasmé cette Oui. phrase et vous êtes fait un film, en gros. Exactement. C'est Oui. incroyable. Mais vous savez, comme sont les enfants ou les adolescents qui se rêvent des filiations incroyables, des géniteurs merveilleux, princiers, royaux. Bon, oui, il y a aussi ça, on fantasme, on s'imagine des tas de choses. Oui, cette phrase, un jour, mon père m'a dit, mais vraiment comme ça, de façon gentille, sans y penser, ta mère est comme ci, t'es comme ça, t'es vraiment pas la fille de ta mère, tu ne lui ressembles pas. Voilà. C'est parti de là. Et tout est parti de là, peut-être parce que petite fille solitaire qui avait le temps de s'élaborer des mondes douloureux ou des mondes heureux. Là, j'ai fabriqué une sorte de pelote à l'issue de laquelle il y avait un fil qui m'a amené à ma fille. Et vous voyez, quand je suis partie au Cambodge adopter, ça a été là pour le coup une route solitaire et difficile. Je me suis dit, et c'est là où j'ai commencé à écrire ce livre, finalement, 25 ans après avoir entendu cette phrase comme ça, autour de laquelle j'ai construit toute cette névrose ou toute cette histoire, tu n'es pas la fille de ta mère, eh bien, je me retrouve mère adoptive d'un enfant, une petite fille merveilleuse, à qui peut-être, ou peut-être à qui un jour quelqu'un dira, tu n'es pas la fille de ta mère, mais ça aura un autre sens. Tu n'es pas la fille de ta mère, moi, puisqu'elle est la fille d'une mère biologique, mais en même temps, elle est quand même ma fille, quoi. Donc les choses, dans la vie, les choses avec le temps prennent un sens et se mettent en place, pour reprendre une idée très chère à notre amie. Elle deviendra femme, elle Je deviendra voudrais qu'on mariée. revienne un petit Voilà. peu sur cette rencontre extraordinaire avec cette petite fille. Vous racontez dans votre livre que quand vous êtes arrivé à l'orphelinat au Cambodge, enfin je passe différentes Les étapes étapes. successives, vous avez cru que c'était une autre en fait, une petite fille qui vous reconnaissait pas, qui vous avait pas adoubé quelque part. Ouais. Et puis vous avez cherché en vous disant presque ça peut pas être elle, c'est pas possible. Et tout d'un coup vous avez croisé le regard de celle qui allait devenir votre fille et qui elle tout d'un coup vous regardait avec les yeux de l'amour, quoi. Ben oui. C'est incroyable. Moi, ça m'a beaucoup ému ce passage. Oui, on m'avait. C'est une démarche que j'ai faite, donc je ne suis pas passée par une association, puisqu'au Cambodge, à l'époque, on pouvait le faire de façon individuelle. Et effectivement, l'orphelinat, à travers son directeur, m'avait attribué un enfant, comme ça se fait. Et cet enfant était une petite fille. On m'avait prévenu, elle a tel âge, elle s'appelle comme ci, elle ressemble à ça, vous la verrez demain. Le lendemain, à 8h du matin, je me suis rendue à l'orphelinat, où j'étais déjà venue 2 fois, et on m'a mis dans les bras, sans aucune autre forme de procès, entre 2 chiens, 2 nourrices, un biberon, des enfants qui pleuraient, qui criaient, enfin comme ça, dans une espèce de moment de banalité et à l'arraché, comme ça, vraiment, cet enfant qui allait être ma fille. Et cet enfant m'a regardée et ne m'a pas vue. Et j'arrive encore à peine à me l'expliquer. C'est pour ça que j'ai écrit le livre aussi, sans doute, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé là, dans ce moment. Elle m'a regardée, elle ne m'a pas vue, quoi, tout simplement. Et en même temps qu'elle ne me voyait pas et que le sol se dérobait sous mes pieds, littéralement, puisque j'étais dans la rencontre de ma vie qui ne se faisait pas, j'ai croisé un autre regard d'une autre enfant, toute petite, qui, elle, me reconnaissait. Ou peut-être que moi, je me reconnaissais en elle. Vous savez, comme c'est l'amour. L'amour, c'est on se retrouve dans le regard de quelqu'un qui vous regarde en vous renvoyant quelque chose, et c'est ça, quoi. C'est une évidence. Et voilà, donc ça a été un moment terrible. Ça a été un moment déchirant, parce qu'il a fallu... D'abord, ça a été un moment affreux. Je me suis dit, mais comment peut-on dire cet enfant, je ne peux pas prendre cet enfant. Et puis après, je me suis dit, il y a un instinct animal, même si ce n'est pas vous voyez, le fruit de ma chair. J'ai eu un instinct, mais aussi animal, sans doute, qu'une femme qui vient d'accoucher. Et qui est face à son enfant. Il y a quelque chose qui m'a poussée vers cette petite fille qui me regardait et qui m'appelait, quoi. C'est à ce moment-là que vous êtes devenue maman? Oui. Oui, quand j'ai répondu à son regard. Et puis plus tard, quand elle m'a souri. Et quand j'ai eu le sentiment d'être reconnue. Parce que ça, c'est amusant, entre guillemets, aussi. Vous racontez justement que cette pauvre petite fille perdue au Cambodge, elle était triste, évidemment. Elle était en colère. En colère, parce qu'elle avait été perdue, pense. Justement. Enfin, elle était en colère, j'ai lu de la colère. Elle avait 13 mois, c'était une survivante, comme tous ses enfants. Elle était dans un orphelinat où elle avait été apportée à 1 mois. Vous parlez de ses doigts de pied aussi à un moment, c'est amusant, ça. Oui, je parle de ses pieds. Elle avait les semelles, les dessous de pied très roses et la peau très dorée, enfin jaune. Et je suis tombée amoureuse de ses pieds. Enfin, je suis tombée amoureuse de tout, de ses yeux noirs, de ses croûtes, de tout. Le regard Calcutta, vous dites aussi. Oui, le regard Calcutta, le regard d'enfants survivants quand même, qui vivent autour d'une bassine de bouillie, qui font comme ils peuvent, et qui pourtant, je vais vous dire, on parlait de force et de faiblesse, qui ont une force
Comprenez la force des survivants, quoi, la force des enfants qui rampent s'il le faut, mais qui arriveront à la bassine de bouillie, ou des nourrices qui sont débordées mais qui sont bonnes réussiront à leur mettre dans la bouche 1 ou 2 cuillerées. Et ces enfants qui sont nés de parents inconnus, qui ont été jetés dans des paniers ou dans des chemins ou Dieu sait où, dans un pays qui est quand même un pays sublime mais pauvre, ces enfants ont réussi à survivre. C'est des forces de la nature, quoi. C'est des leçons de vie et de courage. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, d'écrire ce livre? Ah ben moi, c'est une continuité. J'ai écrit un premier petit roman il y a 2 ans. C'était un roman où vous aviez mis un peu de vous. C'était Là, un vous roman en un mettez peu de plus en plus de vous, hein, Elisabeth. Oui. Le prochain, je ne sais pas, j'ai le vertige rien que d'y penser. Non, mais bien sûr, j'y pense. Bien sûr, il y aura un 3e livre. Qu'est-ce que ça m'a apporté de l'écrire? Quelque chose de l'ordre d'une pacification personnelle, oui, quelque chose de la paix, peut-être un peu de paix, et puis aussi un travail sur l'écriture quand même. Non, mais un travail sur l'écriture, enfin, qui est quand même extrêmement intéressant, à côté du sujet qui est le soi ou l'adoption, un travail sur l'écriture, sur la forme, tout ça. Steven Bou, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de révéler, de faire ces révélations dans ce livre? Eh ben pareil, avant tout, il s'avère que en écrivant ce livre, une nouvelle vocation s'est faite découvrir. Et aujourd'hui, je suis sur mon premier roman, et qui sera chez le même éditeur d'ailleurs. Et je trouve ça passionnant. Moi, je trouve, j'y ai pris un plaisir extraordinaire. J'ai revécu des scènes dangereuses, lourdes, que j'ai vécues, bien évidemment, qui ont réveillé des angoisses, qui ont réveillé des troubles, des vertiges. Mais je crois que ça a été une forme d'exutoire à la fin. Donc je l'ai fait, j'avoue, en tout premier lieu, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait comme une espèce de fin de thérapie, voilà. C'est passé, on n'en parle plus maintenant. Je l'ai fait pour la deuxième... Je crois que je l'ai fait aussi, bien évidemment, parce que je pense qu'il est important il m'a semblé important de faire partager ce que j'ai vécu jusqu'au bout, voilà. Et la troisième chose aussi, la troisième raison pour laquelle j'ai fait ce livre aussi, c'est parce que je crois que ça fait partie un petit peu de ma carrière. Voilà, il y a eu Alliage, il y a eu Le Désert, il y a eu un album qui est sorti. Aujourd'hui, il y a ce livre. Demain, il y aura un autre album. Il y aura peut-être un roman. Je crois que ça fait partie de mon tracé, d'une continuité. Voilà. Henri Lecomte, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de vous livrer dans ce livre? Une sorte de thérapie, hein, je l'ai expliqué au départ. Je pense qu'il était important, c'est de pouvoir communiquer aux gens avec ceux où j'ai vécu des moments extraordinaires, aussi des moments difficiles, que ce soit le public, parce que c'était vraiment une relation un peu d'amour, de haine, de je t'aime plus. La passion. La passion. Et c'est vrai que j'ai été à un moment de pouvoir m'exprimer sur une période assez compliquée, où j'ai voulu le faire. Et je pense que c'était le moment. Il a fallu attendre l'âge mûr, comme on dit, 40 ans, et de s'assumer complètement et de dire, voilà, parce que dans le livre, je ne suis pas tendre avec moi-même. Hein. Je crois que, au contraire, c'est d'assumer toutes ses responsabilités, tous ses défauts. Et puis voilà. Et je crois que, je ne crois pas, j'en suis sûr, je suis très bien, je suis très heureux, et je suis enfin zen. Sarah, vous dites dans ce livre que c'est une thérapie aussi pour vous. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre enfant qui lira ce livre un jour? Que je l'aime très fort, mais ça c'est un peu facile à dire, non, surtout que je suis très fière de lui. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix pour nous parler de votre intimité que vous révélez dans un livre. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.